pour un nouvel épisode sur la Comp. Je suis Brian et ce soir, encore une fois, nous allons parler de sport, nous allons parler de basket. Comme je vous ai exprimé lors du précédent podcast, on a décidé d'élargir un peu notre podcast. On va inviter des sportifs d'élite qui vont venir partager avec nous des petits moments, nous expliquer comment ils ont réussi, nous expliquer leur quotidien. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une star ou un des développeurs ou un des initiateurs du 3-3 en Suisse, qui est vraiment connu un peu partout dans le monde, Gilles Martin, qui fait le plaisir, qui fait l'honneur de venir partager un petit peu son expérience, comment il a développé le 3-3 en Suisse, parce que c'est comme je l'ai dit précédemment, un des initiateurs. Donc Gilles, comme je dis tout le temps, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, nous dire d'où tu viens, le basket, qu'est-ce que ça représente Yes, d'abord merci pour l'invitation, c'est un plaisir de venir dans ton podcast La Comp, c'est un super projet. Et donc moi c'est Gilles Martin, je suis originaire de Morges, je suis suisse-espagnol et j'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans à Morges Basket et ensuite j'ai joué jusqu'à aujourd'hui, donc 32 ans. Tu commences le basket à Morges, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu fais toutes tes classes à Morges? J'ai joué jusqu'à 14 ans à Morges et ensuite de 14 à 15 à Saint-Pré et après de 15 à 16 à Fos-sur-Mer en France en Cadet France. Et après j'ai joué en Liga à Lausanne 3 ans où d'ailleurs on se côtoyait. Pourquoi tu es parti de la France? Parce que c'est réputé quand même un gros pays pour former les basketteurs. Ouais, alors moi j'étais dans ma dernière année Cadet France. On a joué, on a fait un bon championnat. On a perdu en demi-finale contre Portez. Et moi j'avais pas d'espoir dans mon club en fait. C'était un club de N1 et il n'y avait pas d'espoir. Donc je devais soit trouver un club espoir Pro B Pro A ou alors revenir en Suisse. Et j'ai cherché un peu des clubs espoirs et c'était pas facile. Et donc Stéphane Young à l'époque, le coach de Lausanne, m'a dit mais écoute, viens avec nous en Liga. Et puis je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Pourquoi pas tenter l'aventure? Du coup cette aventure elle a donné quoi? Tu as dit que tu as fait 3 ans. C'était compliqué, hein. C'était vraiment compliqué. À l'époque, en Liga, il y avait 8 étrangers à Lausanne. On était obligé d'avoir que 2 Suisses dans l'équipe, donc il n'y avait que Jérôme Mélan et moi au départ. Et donc le temps de jeu, c'était vraiment... Alors je pense pas que j'avais le niveau au départ, hein, déjà de 1, parce qu'il y avait vraiment des étrangers qui étaient forts. Et c'était dur pour moi de gagner ma place. Il y avait un meneur qui s'appelait Charlie, il était super fort en français, un petit comme moi. Il jouait 35 minutes, moi j'avais des 2, 3, 4, 5 minutes. Et ça n'a pas évolué. En 3 ans, ça n'a pas vraiment évolué, où j'ai pas vraiment pu faire ma place à Lausanne. Et donc j'ai décidé de partir après en Ligue B à Vevey. Est-ce que tu penses à ce moment-là que c'était le bon choix du coup d'avoir rejoint Lausanne à ce moment-là? Non, je pense que j'ai vraiment fait un mauvais choix. Après, c'est difficile dans ce genre de cas parce que j'ai l'impression que maintenant, les jeunes sont un peu plus mentorés sur Instagram ou avec des gens qui connaissent. Les parcours se rassemblent un peu plus et tu peux vite parler à quelqu'un sur Instagram, lui demander comment il a fait. Moi, de ma génération, c'était un peu compliqué de parler à des gens qui avaient déjà fait ça. C'était dur de trouver des personnes qui t'aiguillaient. Et je pense pas avoir fait le bon choix d'aller à Lausanne. Je pense que j'aurais dû peut-être partir aux États-Unis dans une high school pour déjà parler l'anglais, faire un papier à l'école. Et je pense que j'aurais dû faire ça plutôt que de venir dans un club pro à 17 ans. J'étais pas assez mature en fait. L'étape d'après, tu m'as dit que c'était Morges, non? Après Lausanne. Après Lausanne, je suis parti à Vevey. À Vevey, pardon. Ouais. À Vevey, là, on s'est connus, on va dire, un peu plus en profondeur parce qu'on s'affrontait souvent. Tu étais le chouchou du club, il faut dire ce qui est. Tu étais la personne sur qui le club a misé, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, pour faire de Vevey à ce moment-là une des plus grosses équipes. C'était Antoine au début, il me semble, Antoine Montet. Au tout départ, c'était Michel Wad pendant 2 ans et après, c'était Antoine. Ouais. Ton expérience à Vevey? Vevey, franchement, c'est une ville de basket. Je pensais pas qu'en Ligue B, il pouvait y avoir un public comme ça, des gens qui étaient autant derrière le basket, qui venaient parfois voir les entraînements, un comité qui était super structuré. Alors que ce que j'avais vécu en Ligue à Lausanne, c'était pas du tout pareil. Il y avait peut-être 2 personnes qui s'occupaient du club. Et donc Vevey, c'était génial. C'était vraiment une bonne ambiance. C'est là aussi où j'ai fait pas mal d'amitié avec Yacouba, avec Badara, avec Yannick, avec Chi, avec toute la compagnie. Et donc ça a duré 6 ans. Et puis c'est l'année où je suis parti qu'ils ont fait le titre. Donc pendant 6 ans, vous n'avez pas pu atteindre l'objectif qui était de gagner tout simplement. Exact. Et l'année où tu pars, c'est là qui gagne. Ça, c'est l'amertume. Si vous voulez faire un titre, il ne faut pas prendre Gilles Martin. C'est ça. Ensuite, après ça, donc, belle étape. À ce moment-là, 6 ans de bons et loyaux services, on va dire.
Tu pars à Monté. D'abord, j'ai fait une année en Australie. Ouais. Tu fais une année en Australie. Ouais. Pour. J'ai fait mon master à l'Uni et j'ai joué avec l'équipe de l'Uni là-bas. C'était bien, c'est une bonne expérience. Ligue B, Ligue A. Ouais. Ouais, c'était vraiment génial. Et le basket là-bas, c'est moins de skills, mais c'est vraiment super, super tough. Parce que les gars, ils font tous du foot australien ou du rugby. Et ça cogne, c'est un truc de dingue. D'accord. Après cette année-là, tu rentres en Suisse après avoir obtenu ton diplôme et tu vas à Monté. Yes, exact. Ouais. Professionnel. Professionnel, ouais. Le coach était. C'était Branko Milicevic. Comment ça s'est passé? De nouveau, une expérience assez difficile pour moi parce que j'ai eu l'habitude de coach suisse un peu. J'avais eu Stéphane Young, après j'avais Alain Meissen, après Michel Wade, après Antoine Montet. Et là, je suis tombé sur un coach serbe qui avait vraiment des principes. Tu pouvais même pas poser une question, une interrogation. C'était direct, il te lançait des balles dessus, il arrêtait, il te mettait vraiment sous terre. Et j'ai compris par la suite que c'était pour mon bien, mais c'était difficile parce que tu n'es plus non plus un junior dans l'âme, tu as de l'expérience. Peut-être pas au niveau basket autant que lui, mais tu as 26-27 ans et te faire des fois rabaisser comme ça, c'est pas facile. Tu fais une année? Une année, ouais. Une année. Après, tu décides de rejoindre Vevey. En Ligue B à ce moment-là? Non, en Liga, ils étaient montés entre-temps. Et là, on a fait une équipe qui était plutôt pas mal avec Vladimir Rosicic. Ah oui, c'est juste. Putain, ouais, je suis perdu, moi. C'est juste. D'ailleurs, on a éliminé une équipe qui s'appelait Union Neuchâtel. Ouais, oui, je vous ai parti. C'est juste. En quart de finale, vous avez fait une très bonne saison à ce moment-là. Ça se passait bien pour toi, je me souviens. Ouais, c'était cool. C'était l'année à Monté, c'était un peu une bonne première saison, un peu avec un vrai tendu en Liga. Et après Vevey, je pense que ça s'est bien passé en tant que deuxième meneur. Et je me suis dit que c'était un peu mon rôle, un deuxième meneur qui s'entraîne 5 fois par semaine, qui peut travailler à côté, mais de faire full profit. Ça ne te dérangeait pas de concilier le basket et le travail à côté? Non, parce qu'en fait, quand je suis parti en Australie, je me suis dit dans ma tête, ok, le basket, c'est terminé. Tu vas plus essayer de jouer à un niveau conséquent, donc focalise sur ta carrière professionnelle. Puis c'est à ce moment-là qu'on est venu me chercher pour jouer en Liga, et ça, j'ai trouvé assez drôle. Mais j'ai toujours voulu lier un peu le travail et le basket. Toujours. Dès le début, tu t'es mis ça dans la tête et c'est ce que tu as fait. Toujours. Et d'ailleurs, quand tu joues à Vevey, tu ne peux pas tellement demander un salaire professionnel. Donc, tu es obligé d'avoir quelque chose à côté parce qu'avec 1500, 1000 francs, tu ne peux pas vraiment tourner. Cette année-là, ça se passe bien pour vous. Vous éliminez, vous êtes la surprise un peu du championnat cette année-là. Pourquoi tout a été détruit après ça? Ça, c'est une bonne question. Mais je pense que le nouveau comité ou la culture de Vevey n'a pas compris qu'à Vevey, on ne peut pas avoir des joueurs professionnels sans une structure professionnelle. Tu as des joueurs de la région entre Lausanne, Montet, de Morges à Montet, tu as des joueurs régionaux qui sont plutôt pas mal. Et à mon avis, il faut miser sur ces gens-là qui sont prêts à sacrifier pour un club en travaillant à côté, quitte à leur donner 1000, 1500, 2000 francs. Mais direct de faire une grosse équipe avec un budget énorme comme Vevey l'a fait en 2019, c'était voué à la catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Le président n'arrivait pas à payer les joueurs, il les payait en retard. Il y avait une ambiance dans l'équipe qui était catastrophique. Je pense que le coach, c'était un bon coach, Basevic, mais le problème, quand tu as les joueurs qui ne sont pas payés, tu as une ambiance derrière dans le vestiaire, tu connais ça mieux que moi, tu as plus d'expérience dans Liga, mais c'est compliqué, quoi. Ouais. On va fermer l'étape du 5-5 par une question. Le basket suisse, à ce niveau-là, je voudrais avoir ta vision sur le comment est-ce qu'on peut améliorer cette discipline-là. Pour après rentrer évidemment dans ce que tu fais depuis de nombreuses années où tu es juste un des meilleurs joueurs du circuit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la FIBA 3-3, c'est partout, à chaque fois, des actions, des trucs de ouf. Comment est-ce que tu vois l'avenir pour le basket suisse 5-5? Comment est-ce qu'on pourrait évoluer? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce pays devienne meilleur? C'est une bonne question. Ça, c'est vraiment une excellente question. Moi, j'ai pas la réponse précise. Et puis, je veux pas critiquer le travail des gens. Mais j'ai vraiment l'impression déjà que les équipes nationales 5-5, U16, U18, U20, hommes-femmes, ça sert à rien. C'est des stages où les joueurs s'entraînent 1-2 semaines avant d'aller faire des championnats d'Europe ou des qualifs pour des championnats d'Europe. Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. C'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent, qui s'entraînent 1 ou 2 semaines. Moi, je ne vois pas du tout l'intérêt de faire ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a un produit qui arrive sur le marché qui est le 3-3.
et qui permet quand même de faire des tournois, de prendre 50 jeunes plutôt que d'en prendre 12 ou 15, et qui permettent d'apprendre d'autres choses et de responsabiliser les joueurs. Moi, je ne suis pas en train de dire que le 3-3 c'est mieux que le 5-5. Je pense que c'est complémentaire pour les jeunes. Ça leur permet de devenir durs, ça leur permet de prendre des responsabilités, de shooter pour marquer, de pas avoir peur d'un coach qui dit non, il ne faut pas shooter. On le voit aujourd'hui, les championnats d'Europe chez les jeunes, c'est souvent 2-3 gars qui brillent et puis le reste, ils sont là pour un peu épauler le gars qui brille. Et au final, il n'y a pas de talent qui sortent, alors que le 3-3, ça pourrait être vraiment mis en avant chez les jeunes, avec un budget moins conséquent pour faire voyager les jeunes. Ça, ce serait ma vision déjà de 1 pour améliorer le 5-5. La transition est toute trouvée, parce que tu as parlé du 3-3, quelque chose, comme je l'ai dit précédemment, où tu es super fort, où tu as juste créé une équipe de rien, et pendant de nombreuses années, peut-être encore aujourd'hui, vous êtes la meilleure équipe de Suisse, si je ne me trompe pas, en tout cas dans le classement. À quel moment tu te rends compte où tu te dis, OK, cette discipline-là, qui était évidemment nouvelle, va devenir quelque chose de très, très intéressant? Je pense que c'est un ressenti. C'est vraiment un ressenti humain, c'est de voir la FIBA qui investit, qui communique, qui dit qu'il y a énormément de tournois qui vont venir, que chez les femmes, ça va évoluer. Et tu sens que ça pousse un peu comme des champignons, le 3-3. Tu as un tournoi là, tu as un tournoi à côté, tu as un tournoi en France, en Allemagne. Tu vois que ça pop-up un peu partout. Tu te dis, ah non, mais là, il y a vraiment du potentiel. Alors, c'est sûr que si tu écoutes les conservateurs du basket 5-5, le 3-3, ça va jamais grandir. Mais moi, j'aime souvent faire cette comparaison. Il y a Uber, il y a les taxis. D'ailleurs, il y a les taxis ici. Mais c'est pas parce que les taxis existent que Uber n'existe pas. C'est pas parce que Uber existe que les taxis n'existent pas. Vice-versa. Et c'est juste que Uber, c'est accessible différemment. Le taxi, c'est la même chose. Le 3-3, c'est la même chose. C'est une discipline qui est accessible différente, où il y a d'autres contraintes. C'est vraiment quelque chose de différent. Tes débuts, comment tu commences? Le jour où tu dis, OK, moi, je veux faire ça. Je suis plus à même de peut-être briller dans cette discipline-là. Alors, chaque année, on faisait les tournois 3-3 depuis que j'ai 15 ans. On faisait avec des potes de Morges à la base. On jouait l'été, c'était des tournois streetball. Et on faisait ça juste pour jouer, pour essayer de gagner contre les grands. Et puis après, petit à petit, on s'est un peu reformé avec Evrard, Badara et Yacouba. Et quand la FIBA 3-3 est arrivée, la fédération a fait une équipe nationale. C'est là qu'ils ont fait une équipe nationale où j'ai eu la chance d'être dedans en 2016 avec Marco, Gino et Kevin Madiamba. Et 2017, ils ont fait l'équipe avec Wester, Nathan, Marco et moi, où on a plutôt pas mal réussi. Et donc là, on a décidé de créer Team Lausanne. Et c'est vraiment un ressenti. Et je pense aussi, et ça, je dois un peu l'avouer, c'est aussi peut-être parce que j'avais pas le max contract en Liga que je me suis dit, ben, ça, c'est peut-être une opportunité pour moi de faire différemment, tu vois. Si j'étais le joueur le mieux payé de Liga et que j'avais de 35 minutes par match, je tournais à 25 points, je serais peut-être dit, mais tu sais quoi, le 3-3, ça m'intéresse pas parce que je suis déjà bien dans mon spot. T'as trouvé une alternative à ce que tu aimais, puis peut-être aussi tu as vu qu'il y avait quand même pas mal d'argent à se faire. Si à ce moment-là, cette vision était justement de développer le 3-3, chose qui a été faite. Parce que maintenant, le 3-3, c'est juste énorme. Ouais, exactement. Et je me suis dit, mais tu as peut-être un rôle à jouer là-dedans, en sachant que le 5-5, je suis pas le meilleur, j'ai rien à perdre de lâcher le 5-5. Alors que peut-être il y en a d'autres qui ont plus à perdre que moi. Team Lausanne, vous créez Team Lausanne. Qui a l'idée de créer cette équipe? Alors à la base, c'est la fédération qui a fait, c'est Domenico Marcario et Sébastien Cliva à la base, qui ont fait cette sélection entre Nathan, Wes, Marco et moi. Et après, on s'est qualifié pour les championnats d'Europe à Poitiers en juin 2017. Et on a aussi fait le World Tour à Lausanne, on a battu les numéros 1 et on a été jusqu'en finale, on a reperdu contre eux en finale. Et puis là, on s'est tous dit, mais les gars, il y a un potentiel, essayons de faire quelque chose. Et puis on voyait déjà dès le départ que Nathan, lui, il était motivé, mais il était peu accessible, quoi. Pourquoi? Parce qu'il avait le 5-5 et il misait beaucoup sur le 5-5 pour faire quelque chose. Et je pense que ça a marché d'ailleurs, c'était une bonne stratégie. Mais on voyait tout de suite que Wes et moi, on était vraiment super connectés pour dire on essaie de faire quelque chose. Wester, il avait fait plein de tournois Red Bull, des tournois streetball en Italie. Il avait déjà cette culture et Marco avait fait pas mal de 3-3 aussi. Et donc, on a démarré les 4 dans la vision. Après, on s'est un peu plus rapproché, Wester et moi, dans la vision business de créer quelque chose avec Team Lausanne. Et avec du on and off, Nathan et Marco, pour essayer de s'impliquer quand il fallait. Un peu plus dur pour Nathan que pour Marco. Pourquoi?
À cause toujours du 5-5. Ouais, je pense toujours à cause du 5-5. Je pense que déjà... C'était vraiment à cause du 5-5, soyons honnêtes. Moi, comme je dis tout le temps, on n'est pas ici pour critiquer qui que ce soit, évidemment. On est juste ici pour essayer de comprendre. Évidemment, il y a des gens qu'on aime un peu plus, d'autres qu'on aime un peu moins. Moi, ce que j'essaye de créer ou ce que j'essaye de faire en partageant ces petits podcasts, c'est de comprendre et surtout d'avoir la vérité. Donc, comme je dis, on n'est pas ici pour dire tel et tel est une merde ou tel et tel est mauvais ou quoi que ce soit, mais on veut essayer d'avoir la vérité. Est-ce que tu sentais que c'était vraiment à cause du 5-5 ou qu'il était juste simplement un peu moins dans le truc, il était de son côté, il voyait peut-être la chose différemment? Je pense qu'il était un peu moins dans le truc. Et puis c'est vrai que le 3-3, des fois, c'est aussi contraignant. Quand tu dois aller jouer jusqu'en Chine, quand tu dois aller jouer à Porto Rico, c'était cool, mais quand tu dois aller jouer dans des pays un peu moins sympas, tu vois, c'est dur. Tu vas là-bas, tu peux perdre, tu fais des 12 heures d'avion, c'est fatigant. Après, lui, il avait encore un coach derrière de 5-5 qui n'était pas vraiment favorable avec le 3-3. Donc, ton entourage, l'influence, ton coach, peut-être tes amis qui disent que c'est pas bien, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Comme tu l'as si bien dit, toi et Wes, vous êtes rapprochés sur l'aspect business et gentiment, vous créez justement ce qui est devenu, ce qui est Lausanne Sport 3-3. Comment est-ce qu'on fait pour attirer, premièrement, autant de sponsors en partant de si peu? Parce que vous avez presque rien, personne ne croyait en vous. Le 3-3 à ce moment-là n'était pas super connu. Comment est-ce qu'on fait? Je pense qu'on doit avoir beaucoup confiance en soi pour se lancer dans un projet comme celui-ci. Ouais, on avait beaucoup confiance et la FIBA nous a beaucoup aidé au départ dans transmettre l'énergie. À chaque fois qu'on allait à un World Tour, on écoutait la FIBA qui nous disait non mais ça c'est vraiment un sport qui va grandir, investissez-vous, on peut regarder comment on peut vous aider sur les social media, regardez comment on peut vous aider avec des dossiers de sponsoring. Et tout de suite, moi, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse un dossier de sponsoring. Et donc, au départ, on n'avait pas de budget. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, paye de ta poche 500 francs. Je me rappelle, avec une agence à Lausanne, pour faire un dossier de sponsoring. Ils nous ont fait le dossier de sponsoring, on a pris du temps. Et petit à petit, on a commencé à démarcher des gens sur LinkedIn. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre premier sponsor, Maurice Lacroix, les montres, grâce à Wes, qui a écrit au responsable marketing, qui lui a direct répondu, si ça avait été du 5-5, j'aurais dit non. Mais comme c'est du 3-3 et que c'est innovant et urbain, ça m'intéresse. Parce qu'il y a un positionnement qui fait qu'on urbanise un peu la discipline du basket, qui en Suisse est un peu quand même... alors certains matchs de play-off, c'est très vivant, il y a du monde, mais quand tu vas voir Suisse Centrale Bâle à Bâle un mercredi soir, moi perso, j'ai pas envie d'aller regarder ça dans la salle. Et donc le fait que cette discipline soit urbaine et qu'il y ait plus de monde, que les gens viennent boire un verre, regarder un match, et puis qu'il y ait la musique, le sponsor s'est dit, ça c'est cool, je vais investir. Tu as expliqué au début pourquoi vous avez choisi les 4 premiers joueurs. Toi, Nathan, West et Badara. Non, tu as parlé de Badara au début. Ça, c'était Yacouba, Badara, Evrar et moi au départ. Ok, ça c'était l'idée à Cliva et après l'idée à Cliva, c'était Domenico Marcario, c'était de faire l'équipe suisse, Nathan, West, Marco et moi. Ok. Moi, je veux qu'on rentre dans un... Moi, c'est là où ça me pose problème le 3-3, c'est que on voit des joueurs venir, partir, changer d'équipe, jouer avec une autre équipe. La semaine d'après, il est avec l'équipe où il était au début. Tout d'un coup, il crée une équipe, mais il peut comme jouer avec l'équipe qu'il était. C'est pour une personne qui ne comprend pas, comme moi, c'est pour ça que tu es là aussi, pour vous expliquer. Je n'arrive pas à m'identifier à ça. Moi, j'ai une équipe, je vais me battre pour cette équipe, je vais faire en sorte que cette équipe soit la meilleure. Mais 2 jours après, dans un autre tournoi, je ne peux pas aller jouer avec l'équipe qui m'a battu, par exemple. Et ça arrive très souvent dans votre discipline. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que cela se fait? Yes, alors c'est assez simple. En fait, si tu veux, dans le circuit World Tour Pro, Challenger et World Tour, tu as le droit à 6 joueurs par saison. Donc ces 6 joueurs ne peuvent pas changer et tu ne peux pas les changer pendant la saison. La saison d'après, c'est comme un club, tu peux changer tes joueurs, mais tu peux changer maximum 2 joueurs. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Après, pour ce qui est du Swiss Tour ou des tournois qui comptent un peu moins, là, c'est un peu plus folklorique. Maintenant, il y a un peu des règles où justement, il y a un roster de 6, mais avant, tu pouvais un peu mélanger les équipes et comme tu dis, te retrouver avec un gars qui t'a joué qui va te battre en demi-finale. Ouais. Ça, c'était possible. Et ça a un peu changé. Quel est le juste milieu? Est-ce qu'il faut continuer sur cette voie-là de pouvoir changer et puis amener qui on veut? Ou si tu as une équipe, tu gardes tes tickets de 6 joueurs
Et une fois que tu as tes 6 joueurs, tu ne peux pas les changer. Moi, je pense que c'est bien d'avoir les 6 joueurs et de pas pour les changer, comme tu dis, parce que tu t'identifies à une équipe, à quelque chose, et après, tu vas pas commencer à les changer, à jouer à gauche, à droite. Donc, je pense que tu as raison. Ouais. J'ai le souvenir au début, parce que moi, je suis quand même... je vous suis, parce que voilà, on se connaît tous, on a des amitiés. J'ai le souvenir d'avoir vu Badara Badara Top très impliqué dans le projet. Ouais. Tout d'un coup, il quitte le navire. Ouais, ça, c'était compliqué aussi. C'était en 2018, on a fait une saison où justement là, on a senti que Nathan, il voulait si je ne me trompe pas, il n'avait pas trop de temps, il ne voulait pas trop s'investir. Et donc Badara a rejoint l'équipe pour jouer en tant que 5e. Il y avait Eric Fonguet aussi dans le roster de 6, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, on a joué la saison avec Badara. Après, humainement, on a eu deux, trois difficultés. Badara et moi, on a toujours eu un peu Pourquoi des histoires. Alors que vous êtes potes, non? Ouais, on est potes, mais sur le terrain, c'est toujours des fois un peu tendu. Un peu tendu, des fois en dehors. Voilà, c'est les amitiés, c'est comme ça. Tu peux vite avoir des bagarres. Et donc, on s'est un peu disputé. Bref, des détails, des histoires de discussion à travers les équipes. Et puis après, Badara avait décidé de montrer son projet Montreux 3-3 et de faire son équipe Montreux 3-3, ce qui était génial pour le 3-3. Et donc, il a créé son projet et il a joué pour Montreux en 2019. Tu vois, mais c'est là que moi, j'ai un peu de mal. Ok, est-ce que tu penses qu'il est parti parce que entre toi et lui, c'est... Ouais, je pense que c'était tendu. Et puis même pas forcément moi, aussi peut-être un peu avec Wester. Comme on est là pour dire un peu les choses honnêtes, je pense que c'était un peu tendu. Mais après, tu te rends compte aussi que quand tu crées ton équipe, c'est pas facile de faire une équipe compétitive pour les jeux sur le World Tour. Donc après, le noyau de joueurs, demain, tu peux faire Ripon 3-3, ça va être difficile d'avoir des joueurs pour aller jouer au World Tour. Donc, le noyau en Suisse, il n'est pas énorme, des gens qui veulent s'investir dans le 3-3. Donc, Badara avait fait son projet Montreux 3-3, ce qui était génial. D'ailleurs, il est toujours dedans. Il est toujours dedans, mais il a participé à un tournoi avec vous. C'est ça que... Ouais, mais il peut avoir créé une équipe et après, si tu veux, jouer avec une autre équipe. Mais il a créé le projet à Montreux. Et après, il a délégué le projet à des gens qui étaient plus investis que lui, où lui, il s'est dit, je veux me retirer peut-être un peu du côté administratif et je veux juste jouer. De la même manière que tu viens de répondre pour la question sur Badara, j'ai une autre question du même... Enfin, pas une question, mais dans la même lignée. C'est le cas Nathan Djurkovic. Yes. C'est une personne qui était aussi super bien, au début en tout cas, comme tu l'as expliqué, investie. Au fur et à mesure, le temps passait. Au fur et à mesure, Nathan Djurkovic s'éloignait du projet ou s'éloignait de votre vision. Il a quitté le navire aussi. J'ai cru comprendre, parce qu'on sait tout dans ce milieu et tout le monde se dit tout, qu'il y a eu pas mal de tensions un peu plus sérieuses, on va dire, que par rapport à Badara. Parce que Badara, voilà, vous êtes pote, tout le monde le connaît, c'est une très bonne personne. Il n'y a rien à dire sur lui. Évidemment qu'il y a des moments où ça se passe un petit peu moins bien, où c'est un peu plus tendu, comme dans tout, comme à la maison, comme avec ta femme, comme avec tes potes, comme partout. Mais je voudrais comprendre l'histoire avec Nathan. C'était difficile avec Nathan parce que c'était une pièce maîtresse de l'équipe. Donc je pense que les quatre, on avait vraiment un jeu qui était franchement assez spectaculaire, assez bon. On jouait bien ensemble les quatre. Et Nathan, c'était toujours un peu la personne qu'il fallait aller chercher, quoi. Il fallait le motiver, c'était assez difficile pour qu'il vienne jouer avec nous. Il a aussi, petite anecdote, un soir, on avait fini un tournoi en France à Poitiers, on avait fait une soirée, et puis en rentrant, les deux, il m'avait dit, mais comment est-ce que je peux m'impliquer un peu plus dans la structure business de l'équipe? Et moi, j'avais dit que quand il voulait, on pouvait aller plus loin dans du travail, donc de faire ci, d'aller voir des sponsors, etc. Puis ça n'a jamais été facile vraiment de le motiver à venir avec nous à tous les tournois. Tu voyais qu'il était tiraillé avec le 5-5, et puis peut-être qu'il avait depuis le départ cette idée de faire une équipe un jour à Fribourg, parce que lui, il est très attaché à Fribourg. Et donc peut-être dès le départ, il avait eu cette intention, mais en tout cas, ça, il ne nous l'a jamais dit. En tout cas, à moi, personnellement, et à Wes, il n'a jamais dit quoi que ce soit, comme quoi il allait faire son équipe. Est-ce que vous l'avez mal pris, vous l'avez pris comme peut-être une trahison ou quelque chose comme ça? Moi, personnellement, je ne l'ai pas pris comme une trahison. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans la vie. Hein. Il y a pas de... On n'était pas mariés, mais je pense qu'il y a quand même des façons. Après, il était jeune aussi, donc c'est peut-être difficile pour lui de
prendre le téléphone et puis d'appeler juste. Aujourd'hui, c'est ce que les gens font dans la vraie vie. Quand il se passe quelque chose comme ça, tu prends juste ton téléphone, t'appelles, tu dis si jamais, écoute, je veux monter mon projet dans ma ville, ça me tient à cœur, c'est chez moi, j'ai envie de jouer avec mon frère. Voilà, no hard feelings, il n'y a pas de souci. Mais peut-être de l'apprendre dans les journaux comme ça, où c'est marqué en plus, ouais, on n'était pas en adéquation avec Team Lausanne. Je suis là un peu what the fuck, on n'a jamais parlé de ça, on ne s'est jamais retrouvé à table en parlant de ça. Alors il y a toujours eu des tensions, mais c'est normal dans une équipe, il y a toujours des tensions. Mais que c'est jamais mis sur la table entre quatre yeux, tu vois, c'est juste difficile à entendre. Mais après, peut-être il était jeune, on ne sait rien. Wester Molteni, on sait que tu as une relation hors du terrain fusionnelle avec lui, sur le terrain également, parce que vous avez fait des choses juste incroyables ensemble. Maintenant, Wester Molteni, on le voit un petit peu moins. Il est un peu moins présent. J'ai peut-être aussi ma petite idée, j'ai pu aussi comprendre que des fois c'était difficile. C'est difficile aussi avec lui et toi. Il est, comme je dis, il est moins présent devant moi, il est moins impliqué. J'ai comme l'impression. Il travaille aussi pour Swiss Basket, chose qui lui prend beaucoup de temps. Moi, quelque part, je trouve qu'il y a un conflit d'intérêt, mais ça c'est mon avis personnel, de travailler, d'être le responsable du 3-3 en Suisse et d'avoir tout simplement la plus grosse équipe jusqu'à présent du 3-3 qui est Team Lausanne Sport. Comment tu résumes ta relation actuelle avec West? Bah, franchement, West, premièrement, j'ai énormément de respect pour lui parce que c'est quelqu'un avec qui c'est jamais facile entre lui et moi. C'est toujours après, les gens ils vont croire avec ce podcast que c'est difficile avec moi, mais quand tu as une vision et tu vas aller loin, on dit toujours que tant qu'il y a des gens qui sont d'accord avec toi, c'est que c'est pas encore bon. Donc il faut que tout le monde te contredise. Mais avec West, c'est génial parce qu'on a la même vision et puis on se challenge. Et c'est dur, et c'est vraiment dur. On est associés, partenaires, coéquipiers, on s'engueule. Voilà, c'est pas facile. Mais quoi qu'il arrive, on va toujours se regarder dans les yeux, discuter et dire écoute, ça s'est mal passé, ça s'est bien passé. Comme des hommes, tu vois. On va être capable d'en discuter. Et ça, je trouve génial avec lui. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je suis d'accord avec toi aussi qu'il y a un petit